Bienvenue au podcast JE-Lead, le podcast qui s'intéresse à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'écosystème économique et au potentiel de la jeune entreprise marocaine. Nous parlerons de l'actualité de l'entrepreneuriat, des enjeux et des opportunités de la scène économique. Signature de la Confédération des jeunes entreprises marocaines, CJEM, ce podcast est co-hosté par Zineb Razmi, directrice marketing et relations publiques, et Omar Belmoussa, moi-même, fondateur et président d'honneur de la CJEM. Un épisode, une nouvelle thématique et un sujet à discuter. Bonne écoute. Bonjour Raphaël. Bonjour Zineb. Bienvenue à nos auditeurs sur le 3e épisode du podcast JE-Lead by CJEM. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat, c'est le sujet de l'actualité, c'est la tendance. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir entrepreneur. Tout le monde cherche à devenir un entrepreneur, notamment avoir des success stories, devenir multimillionnaire. Sauf que l'on parle très rarement de la face cachée de l'entrepreneuriat. Et c'est pour aujourd'hui, le titre de notre épisode, c'est parler de ce qui ne va pas pour l'entrepreneuriat et quelles sont les choses qu'on ne vous a pas dit et qui peuvent freiner l'aventure entrepreneuriale. Effectivement, l'épisode d'aujourd'hui va parler principalement de cette facette cachée de l'entrepreneuriat, de ces différentes canalisations qu'il faut bien maîtriser et au moins avoir conscience à l'avance avant de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. D'où ça serait intéressant déjà de faire une certaine lecture de la scène actuelle entrepreneuriale nationale pour comprendre un peu quelles sont les différentes actualités, quelle est la situation actuelle de l'entrepreneuriat. Ici, on ne parle pas avec une vision d'expert, mais plutôt on parle avec une vision de ce qu'on voit aujourd'hui, des constats et des faits. Nous voyons plusieurs entrepreneurs, plusieurs porteurs de projets, je vais dire plutôt porteurs de projets, qui se lancent dans cette aventure entrepreneuriale en créant leur entreprise, en concrétisant leur projet entrepreneurial. Sauf que malheureusement, nous constatons beaucoup d'échecs, plusieurs startups qui ne bouclent même pas la première année et baissent le rideau, plusieurs entreprises fraîchement créées rentrent dans des situations financières très délicates. À un certain moment, on se pose une question. Pourquoi On se pose la question, est-ce que c'est un problème d'idées? À un certain moment, il y a des idées qui cartonnent, très originales, des idées d'actualité, le besoin est là. Est-ce que c'est un problème de management d'entreprise? Peut-être. Est-ce que c'est un problème de soft skills de l'entrepreneur ou carrément l'entrepreneur n'est pas prêt pour créer son entreprise, il n'est pas bien outillé. Du coup, il y a plusieurs programmes qu'on voit qui naissent chaque jour, pré-création, au cours de la création et post-création. Mais est-ce que le résultat escompté est atteint ou pas? C'est une question qui se pose. Effectivement. Donc, pour moi, le tout premier problème qui est derrière le freinage de la réussite d'une aventure entrepreneuriale, c'est déjà à quelle réalité va se confronter cet entrepreneur. Et je veux dire par cela, ok, d'accord, la création aujourd'hui d'entreprise est quasiment facile. Donc c'est une procédure administrative qui est devenue de plus en plus allégée, sauf que une fois l'entreprise créée, qu'est-ce que l'entrepreneur est face à quoi? Donc tout d'abord c'est des contraintes de réussite, de avoir son premier bon de commande, avoir son premier client. D'accord, on forme l'entrepreneur pour qu'il sur les techniques de sales, sur les techniques marketing, sur comment gérer l'entreprise. Sauf que à un certain moment, il faut qu'il vende. Ce n'est pas juste en fait une volonté de vendre, mais il faut effectivement vendre. Et lorsqu'on dit vendre, c'est justement à un public, que ça soit pour le B2B ou B2C, c'est-à-dire il faut vendre à un client. Et là, en fait, le problème, moi, que je soulève sur ce sujet-là, c'est le problème de confiance.
C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un problème de confiance en quelqu'un qui vient de lancer son projet, quelqu'un qui n'a pas encore sa première référence, quelqu'un qui a le projet dans ses premières phases, dans la phase embryonnaire. Peut-être que le produit ou le service n'est pas parfait, sauf que c'est ça la première, on va dire, la première pierre qui bloque peut-être la réussite d'un projet, c'est-à-dire qui va acheter ce que j'ai à proposer, qui va acheter mon service ou mon produit. Effectivement, même si je reviens sur ce sujet de la perfection du produit ou du service délivré, c'est pas nécessairement corrélé à l'expérience de l'entrepreneur. Aujourd'hui, on trouve de grands groupes nationaux et internationaux qui ont une qualité de service qui laisse à désirer. C'est-à-dire, si notre critère c'est la qualité du service ou du produit, il faut pas la relier nécessairement à cette expérience. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le marché? C'est pas vraiment, c'est pas très logique comme corrélation à mettre en place. Effectivement, avoir des références, ça permet de comprendre mieux le métier, ça permet d'avoir une vision plus claire sur le fonctionnel du besoin. Mais la qualité d'intervention relève principalement de la maturité de l'entrepreneur, de l'expertise technique de l'entrepreneur et aussi du savoir-faire de cette entreprise nouvellement créée. Donc si on parle de ce sujet de qualité versus référence, si je continue aussi dans la même réflexion, aujourd'hui nous trouvons plusieurs entrepreneurs qui peut-être à l'issue d'un programme d'accélération ou un programme d'incubation qui détiennent leur premier bon de commande. Mais après la fin de cette intervention, il n'y a que du silence et du vide. C'est-à-dire la personne n'est pas prête du point de vue skills à débaucher de nouveaux clients, à prospecter, à avoir la maturité nécessaire et suffisante pour dire aujourd'hui voilà ma target. Parce qu'effectivement, lorsqu'on va créer une entreprise, ce sont des sujets qui sont très théoriques. On crée une entreprise, on met un business plan, on met notre stratégie financière, notre stratégie commerciale, notre stratégie marketing. Ok, amen. Mais comme on dit, en forgeant devient forgeron. Cette stratégie, c'est pas une trajectoire qui est fixée. Elle est en pleine mouvance, en pleine amélioration continue. Et ça va être raffiné au fur et à mesure. Notre étude de marché, peut-être la meilleure étude de marché qui est faite durant ce siècle, mais ça reste une théorie. Il faut vraiment l'expérimenter, être sur le terrain pour raffiner. Effectivement, ça permet de dire voilà les guidelines de notre stratégie de vente de notre produit ou bien de notre service, mais c'est pas vraiment la seule trajectoire qu'on va mener. En étant en terrain, on va comprendre un peu plus. Et malheureusement, si on relie ça aux différents programmes et initiatives qui sont lancés, il n'y a pas vraiment un accompagnement. Ça, c'est vraiment c'est un avis c'est mon avis personnel que je donne. On se focalise plutôt rating du projet, plutôt labellisation pour gagner au sein d'une compétition, gagner un prix. On se focalise sur les sujets théoriques, comment mettre en place un business plan, comment pitcher son projet. Ce sont des choses intéressantes, oui, importantes aussi, mais c'est pas vraiment suffisant. C'est pas le pan vers le vrai monde de l'entreprise. Et aussi, moi, ce qui me dérange sur ces programmes et initiatives, c'est que il y a derrière eux une culture de charité. C'est-à-dire que l'on va offrir à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat un prix, on va lui offrir, ne serait-ce qu'un crédit qui est avec un pourcentage d'intérêt très minime.
mais ce n'est pas ce qui est voulu aujourd'hui, ce n'est pas comment en fait on va aider cet entrepreneur à réussir. Parce qu'un entrepreneur n'a pas besoin qu'on lui offre un prix ou quand effectivement il en a besoin de l'argent pour financer bien sûr son quotidien, avoir son fonds de roulement, payer éventuellement les charges qu'il en a au jour le jour. Sauf qu'aujourd'hui l'entrepreneur a vraiment besoin de quelqu'un à qui vendre et a besoin de quelqu'un pour investir dans ce projet. Mais là si on reste dans cette culture de charité, c'est-à-dire que l'entrepreneur une fois il va consommer son prix, va chercher ailleurs où il peut dénicher d'autres prix. Et là, on n'est pas dans une culture de création de valeur qui est attendue de l'entrepreneuriat, aussi de création de postes d'emploi. On va rester dans une logique de dépendance d'un programme ou une logique de dépendance d'un potentiel accompagnement qu'on va chercher par-ci, par-là. Et là, on rentre dans un cycle vicieux, c'est-à-dire au lieu d'innover et de chercher comment en fait exceller sur la matière de vente de produits, sur la matière de présentation de services, sinon peaufiner son service pour répondre à un vrai besoin du marché, on va rester dans cette logique de où est-ce que je peux chercher mon second financement, où est-ce que je peux chercher le futur prix que je vais ajouter à ma trésorerie pour l'entreprise. Et là, ce n'est pas ce qui est voulu, parce que si l'entreprise est créée, c'est pour éventuellement répondre à un besoin, c'est pour effectivement proposer ce besoin en réponse à une vraie problématique, d'où la nécessité d'avoir dans une scène économique une confiance et de la part d'un investisseur et de la part des entreprises publiques, privées, des grands groupes, des grands comptes, dans leur programme d'achat, dans leur politique d'achat, ils doivent impérativement impliquer les startups, les petites, les moyennes entreprises, aussi les coopératives aussi. Les coopératives et les très petites entreprises, parce que effectivement, les entreprises en ont besoin de cette main qui va les pousser, mais c'est pas juste pour les pousser, c'est parce qu'ils vont créer de la valeur et peut-être ça va être à des moindres coûts, à une charge moindre pour l'entreprise qui va en bénéficier, pour une grande entreprise peut-être qui va en bénéficier de ce service. Après, parlons de la confiance aussi. J'en ai parlé l'autre fois d'un cas. Je trouve aujourd'hui dommage que pour les seniors, pour les plus aisés, les seniors les plus aisés ici au Maroc, ils préfèrent investir leur argent dans l'immobilier, ils préfèrent investir ou même garder leur argent à la banque, là rester, que l'investir sur un projet innovant, que l'investir sur une idée qui mérite d'être poussée, d'être encouragée, pas dans une logique caritative, je trouve ça très dégradant pour l'entrepreneur, mais dans une logique d'un investissement, un retour sur investissement, effectivement. Et du coup, ça permet à tout le monde de gagner. Donc, si des idées ont réussi, comme une idée d'un certain Facebook ou d'un certain Bill Gates, Microsoft, c'est parce qu'il y en avait des personnes qui ont cru à l'idée, qui ont financé l'idée et qui sont devenus par la suite investisseurs. C'est-à-dire que tout le monde a gagné de ce projet-là. Ici, moi, si je rebondis sur les différentes contraintes que fait face cet entrepreneur, toujours en relation avec la scène entrepreneuriale actuelle. Aujourd'hui, effectivement, il y a un sujet de confiance. Mais j'irai plus loin en disant que il y a un problème de confiance bilatéral. La confiance de l'entrepreneur et du consommateur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, et c'est vrai, le consommateur peut-être ne fait pas confiance à une nouvelle start-up possible, ou bien un fournisseur ne ferait pas confiance à un nouveau entrepreneur. Peut-être un investisseur ne ferait pas aussi confiance à ce porteur d'idées. Mais aussi un problème de confiance de l'entrepreneur, confiance en soi. Aujourd'hui, si l'entrepreneur n'arrive pas à se démarquer et n'arrive pas à vendre son idée parce qu'il n'est pas convaincu de son idée, en fait, le meilleur ambassadeur de la personne, c'est soi-même. Du coup, si l'entrepreneur n'est pas convaincu de son idée, comment les autres vont être convaincus? Et du coup, on parle ici d'un grand problème de confiance en soi. D'une part. D'autre part, je vais parler aussi d'un sujet de dépendance. Aujourd'hui, peut-être ces programmes, ces initiatives créent des entrepreneurs, créent des startups, créent de nouvelles entreprises. C'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui Flambic, plusieurs créations de noms de domaines, d'entreprises qui sont faites.
de façon mensuelle et annuelle. Mais mine de rien, ce sont des créations qui sont dépendantes effectivement de programmes, de compétitions, de prix à gagner, mais aussi c'est une dépendance de savoir. Aujourd'hui, on n'apprend pas à un entrepreneur comment gérer son entreprise. Effectivement, dans les différents programmes de formation, les différents programmes d'incubation et de formation, ce qu'on fait, c'est un accompagnement pour créer l'entreprise. Aujourd'hui, tout ça peut être sous-traité. Mais on ne peut pas sous-traiter le management de l'entreprise à une personne externe. C'est l'entrepreneur qui doit gérer son entreprise. C'est l'entrepreneur qui doit être le porteur de la vision d'entreprise. C'est pas un investisseur qui va lui porter une vision. C'est pas un organisateur de compétition qui va lui porter ma vision d'entreprise. Qui va l'orienter peut-être. Et qui va peut-être, j'entends bien, on va avoir des investisseurs qui vont orienter la stratégie parce qu'ils vont faire partie du board. Je comprends, j'entends bien. Mais on va pas enlever l'âme de l'entreprise pour suivre une compétition. Ben sinon, on va pas l'appeler de l'entrepreneuriat. On va l'appeler un esprit de challenge pour gagner des compétitions, chose qui est bien. C'est formateur, mais c'est pas entrepreneur. Exactement. C'est un compétiteur qui s'adapte aux différentes règles générées par des entreprises. Par plutôt des organisateurs de compétitions ou de programmes. Effectivement. Et le grand problème avec un G majuscule, c'est le problème législatif. Donc aujourd'hui, nous avions des lois qui sont assez rigides. Donc un entrepreneur a son périmètre d'intervention, certes, sauf que ce périmètre est rigide. Nos lois ne permettent pas à un entrepreneur de pénétrer tous les marchés. Du fait que la concurrence parfois est monopolisée, du fait qu'il y a des lobbies qui contrôlent un peu les parts du marché. Donc ça c'est un vrai frein et auquel je ne suis pas une connaisseuse en soi de la législation marocaine, sauf que je sais que c'est un vrai frein pour aujourd'hui les entrepreneurs. J'en ai connu plusieurs exemples d'entrepreneurs qui leur idée était très innovante, qu'ils étaient voués à l'arrêt même avant de commencer, du fait que la législation empêchait plutôt la réussite de l'idée. Donc moi ça c'est un appel de vive voix aux législateurs un peu on va dire d'assouplir les lois pour faire en sorte que les parts de marché soient un peu ouvertes au public, pour que l'innovation ait lieu, parce que qui dit une concurrence dit ouverture du marché à l'innovation, à de nouvelles idées, et bien sûr tout ça c'est pour le bénéfice du consommateur final. En fait, j'ai un avis assez mitigé sur ce sujet. Personne ne peut nier qu'il y a des efforts à fournir du point de vue législatif, du point de vue légal, pour la simple raison, un simple exemple, c'est pour répondre à un appel d'offres public, si tu n'as pas un minimum de chiffre d'affaires avec quelques références qui sont exigées, tu peux pas répondre. Oui. J'entends bien. Ce sont des améliorations qui sont fortement demandées. Par contre, j'ai un avis sur le sujet des contraintes législatives. Je pense, en fait, c'est vraiment le fond de ma pensée. Quel que soit le système législatif qui va être mis en place, je parle au Maroc et à l'international aussi, c'est un système législatif qui va être un système cadre, qui va permettre de cadrer l'activité. Si aujourd'hui on trouve un monopole, à mon sens, c'est pas parce que la législation le protège, peut-être elle le favorise sur des sujets. Mais à mon sens, le vrai sujet, c'est que il n'y a pas aujourd'hui une entreprise ou une société assez mature qui a pu franchir le pas pour ne plus avoir ce monopole. Si on voit aujourd'hui les big enterprises à l'échelle internationale, effectivement, il y a des éditeurs qui sont des monopoles. C'est pas la législation qui freine d'avoir d'autres éditeurs.
c'est parce que ils sont suffisamment forts et ils sont suffisamment innovants qu'ils ont dépassé d'années-lumière d'autres entreprises. Et ici, ça rejoint aussi qu'est-ce qui est attendu de l'entrepreneur. Ce qui est vraiment attendu, c'est de ne pas se cacher vers les différentes contraintes et dire que ça marche pas. C'est pas évident. On n'est pas, en fait, je suis pas encouragé. Ne cherche pas un encouragement. Tu es le meneur du sujet. Donc, à mon sens, que l'entrepreneur doit vraiment être confiant de ce qu'il fait. Et c'est clair qu'il y aura des challenges. Et c'est pour ça que c'est de l'entrepreneuriat, c'est pas du salariat. C'est clair que ça va pas être un tapis rouge pour dire voilà, développe ton activité. Sinon, tout le monde va être entrepreneur. Sinon, tout le monde va créer sa propre entreprise. Sinon, tout le monde va être sa vraie success story. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et ça va jamais être le cas. On peut pas dire le taux de réussite va être 100%. À un certain moment, il faut se dire que je suis entrepreneur ou je le suis pas. D'où, je vais dire, ça va être une transition pour parler du day-to-day de l'entrepreneur. Au-delà de ces contraintes, au-delà de cette facette cachée, je veux dire, de réussite ou non-réussite de la vie entrepreneuriale, il y a il y a un day-to-day que vit l'entrepreneur. C'est pas la vie en rose. C'est pas un carnet bancaire sans limite. C'est pas plusieurs chiffres dans le compte bancaire. C'est une vraie vie de challenge, de défi. C'est une vraie vie de travail. Exactement. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on pense à l'entrepreneur, on pense forcément aux success stories. Alors là, c'est tous les richards que l'on connaît aujourd'hui. On parle par exemple d'un Elon Musk qui est l'homme le plus riche au monde et qui a commencé from scratch, donc un immigré de l'Afrique du Sud vers les États-Unis et qui a cru en son idée et qui l'a développée. Par la suite, il a racheté d'autres entreprises et il en a créé d'autres. Sauf que aujourd'hui, personne ne met en avant le fait que Elon Musk a passé plus que 3 années dans ses ateliers à dormir là-bas pour motiver ses employés, pour faire en sorte que Tesla réussisse. Et personne n'en parle on en parle, sauf que ce n'est pas, on ne met pas en vedette le fait que Tesla a été proche de la faillite à plusieurs reprises. Et c'est ça ce qu'il faut mettre en avant, c'est-à-dire que l'on va pas vendre le rêve à l'entrepreneur comme tu l'as dit, d'avoir son carnet de chèques sans limite, d'avoir des temps libres sans limite. Au contraire, un entrepreneur est censé travailler plus que ses employés de l'entreprise. Et là, c'est des employés. C'est là le luxe d'avoir des employés. Effectivement, s'il n'en a pas, c'est qu'il est le mouton à 5 pattes, c'est qu'il est la personne qui est censée tout faire jusqu'à en fait avoir les capacités, les moyens de recruter les personnes avec lesquelles il va collaborer. Et par la suite, il est censé travailler pour ses employés. Et c'est non pas ses employés qui travaillent pour lui-même. Parce que là, aujourd'hui, on trouve des porteurs de projets ou des entrepreneurs qui se lamentent en disant que les employés ne travaillent pas comme ils veulent. Mais c'est toi, en fait, qui gagne en fin de journée, c'est ton idée, c'est ta vision, c'est ton entreprise. Tu es censé faire en sorte qu'il soit satisfait et qu'il en fait qu'il travaille pour toi et non pas le contraire. Donc c'est un peu la culture. Tu dois faire en sorte que l'entrepreneur est la personne qui va diriger son entreprise de A à Z, même s'il est dans un domaine très technique, il va en faire de la comptabilité si nécessaire, il va en faire de la gestion des ressources humaines, il va en faire la gestion commerciale, il va faire la gestion technique aussi de son projet ou de son produit ou service, quel que soit son domaine d'activité. Donc, de ce fait, aujourd'hui, l'entrepreneur,
c'est quelqu'un qui est censé travailler plus qu'un salarié. Donc, en d'autres termes, moi, je suis en train de dire que si quelqu'un cherche à être à l'aise et à avoir des horaires de travail flexibles et à allier sa vie personnelle et professionnelle, l'entrepreneuriat n'est pas le bon choix pour lui, tout court. Par contre, si la personne est prête à sacrifier de son temps, sacrifier de son énergie, peut-être aussi du temps de famille, du temps de repos pour faire réussir un projet, et ben cette personne-là est peut-être capable d'être entrepreneur. Reste à dire peut-être du fait que c'est aussi une grande responsabilité, c'est aussi une grande maturité, un grand recul, parce que parfois on trouve aussi des personnes qui savent que leur idée est vouée à l'échec pour une raison ou pour une autre, sauf que un niveau interne ou la capacité de ne pas avoir un jugement neutre les empêche de passer à autre chose. Et du coup, on trouve des personnes qui sont au point de faire faillite, mais qui ne lâchent pas toujours prise du fait que c'est aussi un problème d'ego, c'est aussi un problème de prise de recul. Il n'y a pas de meilleure idée, il n'y a pas le meilleur projet. Il y a aussi cet esprit critique que l'entrepreneur doit avoir pour dire à un certain moment, avoir le recul et dire que voilà, à ce moment-là, tous les indicateurs disent que ce projet-là, ce produit-là ou ce service est voué à l'échec. Donc c'est temps de passer à autre chose et de prendre parfois des choix difficiles, notamment de virer du personnel, un choix d'arrêter le projet, un choix de céder quelque part de l'entreprise à une personne pour la sauver de la faillite. Donc c'est quasiment par là d'une grande maturité de l'esprit, bien sûr, qui n'est pas inné, qui s'apprend. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en passant par l'échec, en côtoyant à plusieurs reprises le refus. C'est comme ça, en fait, comment un entrepreneur devient la personne qui est aujourd'hui et qui peut diriger son entreprise et qui peut garantir la réussite de son entreprise. Moi, je dirais aussi, pour compléter, l'entrepreneur, c'est, je veux dire, l'esprit entrepreneurial que doit avoir un entrepreneur, c'est trois choses. La première des choses va être le mindset. C'est un mindset. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un système de valeurs assez transparent avec lui-même, avec une certaine confiance en soi, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une certaine maturité professionnelle pour se dire il faut faire la part des choses et prendre du recul pour dire est-ce qu'on doit avancer sur cette décision ou bien prendre une nouvelle décision. Et du coup c'est vraiment une maturité professionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure et comme tu as dit Zineb, c'est une maturité professionnelle qui permet de sortir le décideur en soi. Et du coup, on parle d'un vrai mindset. Donc, c'est vraiment une vision de voir les choses avec une focalisation zéro. Et dire aujourd'hui, mon objectif, c'est réussir l'entreprise, c'est réussir mon projet. Et du coup, je vais être tenace, persévérant, tout en étant logique et pragmatique, tout en étant responsable et tout en étant mature. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais dire, c'est une discipline. Un entrepreneur ne fait pas les horaires de prince. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui se permet de faire ce qu'il veut. Effectivement, il y a une certaine liberté. C'est pas parce que tu es entrepreneur que tu as cette liberté. Non. C'est parce que tu es maître de toi-même. C'est pour ça que tu as une vraie liberté. Mais c'est une liberté qui est contraignante. C'est une liberté qui est je vais dire, qui est couplée à un vrai devenir. C'est une liberté qui va pas te garantir un salaire en fin du mois. Et du coup, c'est vrai, personne ne t'impose de travailler 8 heures, mais personne ne te verse en fin du mois un salaire. Et du coup, c'est une vraie discipline, non seulement au niveau des horaires, mais au niveau d'une discipline professionnelle, une discipline comportementale, comment se comporter avec ses collaborateurs. Comme nous avons dit tout à l'heure, si tu as le luxe d'avoir des collaborateurs, comment résoudre des problématiques, tout en restant discipliné. Un entrepreneur, c'est une discipline aussi d'esprit.
qui rejoint le mindset pour bien avoir une vraie vision. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est avoir une vraie vision et être porteur de cette vision, tout en restant discipliné et fidèle à la case de départ. Parce qu'à un certain moment, tu as besoin d'une référence. Et la référence, c'est toi-même. Bien sûr, si tu es convaincu de ton projet. La troisième des choses, je vais dire, c'est un savoir-faire. C'est un savoir-être et c'est un savoir tout court. Ce savoir va figurer du point de vue management avec un grand M. Donc un vrai management des ressources, un management ressources humaines et ressources financières, un management du temps, un management des risques. Il faut pas oublier qu'il y a des risques. En fait, juste pour entre parenthèses, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pas pour décourager, mais l'objectif c'est vraiment de dire les choses telles qu'elles sont. La vie d'entrepreneur, c'est pas une vie en rose. Ça peut être une vie en rose, mais nécessairement un entrepreneur réussi, c'est quelqu'un qui est en immense joie et fierté, c'est sûr. Et c'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir des personnes qui ont réussi, des Marocains aussi. On va pas seulement donner des exemples de personnes étrangères qui ont réussi au projet. Nous avons plusieurs Marocains qui ont bouleversé le marché. Qui ont redéfini la loi de l'offre et la demande, qui ont créé de la valeur, qui ont créé des besoins. Mais ici, si on partage ceci, c'est pour vraiment dire que toi aujourd'hui, si tu veux devenir entrepreneur, il faut se préparer et avoir conscience qu'il y a des contraintes, il y a des challenges, et raison de plus, ça va te permettre de te challenger, de te défier et d'avoir raison de plus pour créer ton entreprise et pour tenir à ton projet de rêve. Ce qui n'est pas bien, c'est de se lancer dans l'aventure en ayant des perspectives que positives. Effectivement, je dis bien des perspectives. Il faut bien se projeter de façon positive, mais avoir une vraie perspective basée sur une gestion de risque et dire qu'aujourd'hui, ce que je vais entreprendre, ce que je vais lancer, c'est une nouveauté, c'est un nouveau mode de vie. Et il est intéressant de se préparer pour s'adapter et pour réussir le challenge défini. Évidemment. Je dirais un dernier conseil pour les entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne et l'autre? C'est la pratique. Un entrepreneur doit passer en pratique le plus tôt possible. Il faut que le time to market soit le plus tôt possible. Parce que tout le monde a de belles idées, tout le monde peut rêver d'avoir le plus beau projet du monde, mais qu'est-ce qui fait la différence entre une personne et une autre? C'est quand est-ce que la personne va passer en pratique, va concrétiser. C'est bien d'avoir une vision, une stratégie, mais il faut concrétiser cette stratégie et la concrétiser de la manière la plus réaliste possible. On va pas chercher le meilleur matériel pour créer un produit qui nécessite un matériel qui est à la portée et vice versa pour un service ou une autre chose. Donc si j'ai un conseil à dire, c'est qu'il faut rester terre à terre, voir comment concrétiser le plus tôt possible, avoir le time to market le plus rapide et penser à la finalité finale, c'est vendre. C'est non pas avoir le titre d'entrepreneur, c'est non pas dire que voilà, aujourd'hui j'emploie des gens, mais c'est vendre. Est-ce que tu es capable aujourd'hui, quand entrepreneur, à vendre et le plus tôt possible? C'est pour moi la question que chaque entrepreneur doit garder en tête sur tout projet ou sur toute mission d'entrepreneuriat qu'il est en train de mener. Un dernier conseil que je pourrais donner aux entrepreneurs, et c'est un conseil qu'on se donne aussi, c'est chercher le maximum d'indépendance, faire confiance à soi-même et tenir ses rêves et ses projections jusqu'au bout, aller jusqu'au bout, défendre ses intérêts et avoir des objectifs plus globaux en termes d'impact, en termes de création de valeur et surtout en termes de positionnement socio-économique. C'est très important. À un certain moment, chercher juste les titres et chercher juste la richesse, c'est important, effectivement, c'est le nerf de guerre.
Mais ce qui fait la différence entre une success story et un entrepreneur qui vit sa vie normale, c'est vraiment la vraie valeur qui a été créée au sein de la société. C'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, feedbacks et propositions de thématiques à discuter. Vous trouverez également les épisodes de JE Lead sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.